Sinon, de formation, je suis un littéraire, donc professeur de littérature au Cégep, et rédacteur en chef de la revue Argument, donc, qui est une revue, je ne sais pas si vous la connaissez, la plupart d'entre vous, mais qui est une revue de débat, disons en tout cas c'est comme ça qu'on aime à se définir. C'est-à-dire que généralement, on produit dans chaque numéro des dossiers sur une question et on demande à des gens d'horizons divers de parler autour d'un thème. Pour vous donner un exemple, les 2 derniers dossiers, le dernier numéro, pas celui que j'ai amené qui porte sur la censure justement, mais le numéro du printemps qui vient de paraître. On a un dossier dirigé par Normand Baillargeon sur les 2 cultures, donc culture humaniste, culture scientifique, et il a demandé donc à des gens, soit des spécialistes de l'humanisme en général, soit des scientifiques, d'évoquer leur parcours par rapport à ces 2 cultures, comment ils les côtoyaient, comment ils les concevaient, etc. Et on a un dossier également sur la Russie qui s'appelle « Ces Russes qu'on adore détester ». Alors l'idée était un peu de prendre de demander à des spécialistes, des universitaires québécois spécialistes de la Russie, de donner une vision qui serait potentiellement un peu différente de la vision, disons, que diffusent les médias en général, qui est toujours très très négative, et d'amener peut-être une vision un peu plus riche de ce qu'est la Russie actuelle. Or, on a 5 textes donc, écrits par des universitaires d'ici qui connaissent a priori très bien le sujet. Et bon, c'est un peu ce qu'on fait à chaque fois. On demande à des gens donc, de s'exprimer autour d'un thème qu'on a défini en comité, et on essaie d'avoir des points de vue alternatifs, c'est-à-dire d'avoir vraiment des points de vue différents sur une même question, histoire de faire réfléchir les lecteurs, ou de leur amener en tout cas des angles différents pour aborder une question. Je crois que ça résume ce, je n'irai pas plus loin dans ma présentation personnelle, mais donc ça éclaire peut-être un peu ce qui m'a amené à la censure et ce qui m'a amené à cette réflexion sur ce que j'appelle les nouvelles censures qui sont assez originales. Alors pourquoi nouvelles? Je vais repartir de ma caricature. On a une figuration traditionnelle de la censure, mais qui fait évidemment un peu vieillotte. Elle faisait déjà vieillotte à la fin du 19e, alors aujourd'hui, évidemment, c'est encore pire. Et je dirais que pour la plupart des gens, en tout cas pour les gens de ma génération, pour la plupart d'entre vous, la censure, il y a 20 ans, si on nous avait posé la question, on se serait tous dit que c'était un phénomène relativement ancien, qui connaissait peut-être quelques restes dans l'époque qui était la nôtre, mais qui dans le fond avaient grosso modo disparu. Ça évoque quoi la censure quand on y pense? Pour un professeur de littérature, ça évoque l'année 1857. Parce que coup sur coup, en France, sous le Second Empire, on a un procès contre Madame Bovary, on a un procès contre les Fleurs du Mal de Baudelaire, et on a un procès contre Eugène Sue. La même année, avec le même procureur impérial, d'ailleurs, ces 3 œuvres littéraires sont poursuivies pour outrage aux bonnes mœurs, comme on le disait à l'époque. Ça pourrait évoquer aussi des événements un peu plus récents. Alors si on pense au Québec, dans les années fin 70, 80, on a une demande d'injonction contre les faits ont soif, qui a été rejouée récemment sans injonction. On a une demande d'injonction pour faire interdire le film La vie de Brian. Alors je sais qu'il a été diffusé ici il y a quelques mois. Donc bref, la censure, c'est ça, c'était quand même quelque chose de relativement de passé, disons. On n'avait pas, je pense, en tout cas personnellement, je n'avais pas le sentiment que je revivrais ce phénomène de la censure de façon directe, que j'y serais confronté, tout simplement. C'était un peu, on pourrait dire, de l'histoire. J'ai oublié, excusez-moi, ma manette, que c'était donc de l'histoire. Et dans un sens, c'était vrai. Si on regarde ça sur une longue périodisation historique, entre la fin du XVIIIe, où dans la Constitution américaine et dans la Déclaration des droits de l'homme française est affirmée la liberté d'expression comme droit fondamental, et disons les années 1960 ou 70, on peut dire que globalement, en continu, dans les sociétés occidentales en tout cas, la censure recule. C'est-à-dire que petit à petit, les États
se départissent du droit de censurer pour toutes sortes de raisons. Alors ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle disparaît complètement, mais en tout cas la censure est très largement amoindrie. Au Québec, pour des raisons de religion, bien entendu, ça va être un peu plus tardif. L'outrage aux bonnes mœurs ou à la religion va se maintenir assez vivace jusque dans les années 60, 70 et même à la limite début 80. En Europe, ça disparaît généralement au début du XXe siècle, où on voit petit à petit les États abandonner des notions comme l'outrage aux bonnes mœurs, la censure préalable liée à la morale ou à la religion, etc., etc. Et on peut dire donc que sur 2 siècles, il y a un recul tout à fait conséquent de la censure et donc une liberté d'expression de plus en plus libre qui va clairement se mettre en place dans la plupart des sociétés. Or, récemment, je dirais, c'est un phénomène qui apparaît aux États-Unis dans les années 80 et qui va s'étendre dans le monde occidental et qui aujourd'hui nous saute un peu à la figure. On va voir apparaître ce que j'appelle une nouvelle censure, alors qui est très différente de l'ancienne, et c'est autour d'elle que je voudrais, avec vous, essayer de réfléchir, de la définir, de voir un peu quelles sont ses particularités. Alors, c'est ce que j'appelle le retour d'Anastasia, que j'évoquais dans mon titre, c'est ça, c'est-à-dire le retour très déguisé, je dirais, sous une forme totalement différente, d'une censure qui revient un peu, alors non pas à l'outrage aux bonnes mœurs, c'est même quasiment l'inverse, mais qui revient quand même à une forme de censure morale, où on va se mettre donc à réclamer la censure de textes, de pièces de théâtre, de films, pour des questions morales, strictement. Je dirais qu'au Québec, il y a un phénomène, pas un phénomène, mais en fait une période, où cette censure, qui existait bien avant, nous a peut-être sauté aux yeux de façon particulièrement frappante. En tout cas, moi, j'avoue que d'un point de vue tout à fait personnel, ça a été un peu un choc pour moi de vivre l'été dernier, donc 2018, et de voir cette succession d'affaires plus ou moins sensoriales. Alors, je mettrai des nuances tout à l'heure sur sur l'appellation de censure qui demande évidemment à être définie. Mais donc, partons de cet été de la censure 2018. Alors, vous vous en souvenez certainement. Tout début du mois de juillet, enfin fin juin, début juillet, éclate l'affaire Slave. Donc des manifestations devant le Théâtre du Nouveau Monde, modestes d'ailleurs manifestations, il y avait quelques dizaines à peine de manifestants, qui réclament, qui en fait insultent un peu les spectateurs, il faut bien le dire, et réclament la suspension de la pièce pour cause, je vais dire, d'appropriation culturelle. C'était un peu moins clair que ça, mais en tout cas, on accuse Lepage et Betty Bonifaci de racisme systémique, etc., pour, entre autres, la raison qu'il y a peu de chanteuses afrodescendantes, comme on dira, le terme va apparaître également à l'époque, d'ailleurs, dans les médias, parmi donc les choristes qui chantent des chants d'esclaves. 2 semaines à peu près plus tard, c'est l'affaire Kanata qui va faire un peu moins parler parce que c'est beaucoup plus discret d'une certaine manière. Alors vous vous souvenez, je vous résume rapidement les faits, un collectif d'artistes et de militants autochtones publie une lettre dans le Devoir pour contester le fait que Robert Lepage, encore lui, il n'a vraiment pas été chanceux cet été-là, avec Ariane Mouchkine, donc, qui est une metteur en scène française très connue, préparait une pièce, Kanata, sur l'histoire du Canada vue par les Amérindiens. Et donc ce collectif se choque, ou en tout cas proteste contre le fait qu'il n'y a pas d'acteurs amérindiens parmi les acteurs prévus pour cette pièce, ni de collaboration amérindienne. Et enfin, la dernière histoire, elle est probablement moins connue, XYZ, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, moi j'avoue que parce que pour des raisons littéraires, entre autres, mais ça a donné lieu de toute façon à des textes dans le Devoir. Donc là, c'est un petit peu différent, mais c'est la directrice de cette revue de nouvelles qui démissionne en publicisant sa démission dans un texte dans le Devoir pour protester contre une nouvelle dans laquelle serait raconté un viol, et selon elle, c'est une manière, ça s'inscrit dans la dynamique de la culture du viol, et donc elle explique qu'elle avait protesté contre cette publication, et la direction de la revue ayant maintenu la publication en question, elle démissionne donc en publicisant son geste. Alors vous me direz, c'est des affaires un petit peu différentes, mais qui en même temps ont toutes quand même en commun de viser une nouvelle, des pièces de théâtre, etc.
Alors donc, éruption assez brutale de ces nouvelles censures dans le cadre québécois. Je dis dans le cadre québécois parce qu'au Canada anglais, ça fait bien longtemps que ça existait, dans les universités. Au Québec aussi d'ailleurs, mais les événements avaient été moins... disons, s'étaient déroulés essentiellement dans le milieu universitaire et dans des guerres sorties. Là, tout à coup, le grand public était informé d'un nouveau phénomène intéressant en tant que tel, comme tout nouveau phénomène, c'est-à-dire qu'on pouvait se demander d'où ça sort exactement, quels sont les présupposés de ces gens-là pour réclamer un retour de la censure, etc. Alors, je le répète, mais c'est un peu autour de ça qu'est fondée ma réflexion. Alors, la première chose, le premier thème que je vais développer, c'est d'abord une censure, et c'est peut-être d'ailleurs le cas de toute censure, qui ne se définit pas comme censure. Autrement dit, si on avait dit aux gens qui manifestaient devant le Théâtre du Nouveau Monde, mais vous êtes des censeurs, ils auraient très probablement protesté en disant mais non, pas du tout, on réclame simplement que l'on respecte la culture noire américaine au Québec, etc. Si on avait dit aux Amérindiens qui ont écrit contre Canada, mais dans le fond vous réclamez une censure, ils auraient dit mais absolument pas, c'est tout à fait autre chose, etc. Et même chose pour la directrice d'XYZ d'ailleurs, et en fait ils l'ont dit. Alors je voudrais partir de leurs propos même. Alors ça c'est un extrait de la lettre donc parue dans le Devoir de Vanessa Courville, qui est cette directrice des missionnaires d'XYZ, et elle dit d'emblée, évidemment, il n'est pas question de censure, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit de contester une banalisation du viol, etc., mais pas du tout de censure. Et dans un sens, elle a raison. Ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, il ne s'agit pas de censure, puisque d'une part, elle n'avait absolument pas le pouvoir de censurer une nouvelle, une revue littéraire. C'est un outil collectif, les décisions se prennent en comité de rédaction, etc. Et généralement, il n'y a pas une personne qui peut dire « ce texte-là, on le refuse ». En plus, le texte en question avait été écrit par un membre du comité de rédaction d'XYZ, qui est depuis fort longtemps. Donc bref, ça n'est pas de la censure dans le sens où elle ne pouvait pas dire « ce texte-là ne paraîtra pas parce qu'il banalise le viol, fait la promotion de la culture du viol ». En revanche, on sera d'accord pour dire qu'il y avait quand même une volonté sensoriale. C'est-à-dire qu'on ne met pas sa démission dans le plateau de la balance pour dire dans le fond, ça ne me dérange pas que ce texte-là soit publié. Autrement dit, c'est un peu une forme de chantage. Si vous publiez ce texte-là, je démissionne. Évidemment, c'est son droit le plus strict. Je ne connais pas cette dame-là et elle a tout à fait le droit, et bien entendu, c'est le respect de ses convictions, etc., de refuser de s'associer à quelque chose qu'elle trouve incorrect. Mais avouons quand même qu'il y a bien une forme d'esprit de censure là-dedans. L'expression esprit de censure, que je reprendrai plusieurs fois, c'est une expression de Marc Angenot dans un texte des gens anciens d'ailleurs, mais ça correspond assez bien aux nouvelles censures, qui, on le verra, ne sont pas des censures d'État. Autrement dit, il y avait bien cette volonté chez elle d'essayer de mettre tout son poids dans la balance pour que ce texte ne paraisse pas. Et une fois qu'il est paru, ou en tout cas une fois que la décision avait été prise de le faire paraître, et bien de publiciser son geste pour, d'une certaine manière, mettre la revue dans l'embarras. C'était une façon de dire, cette revue-là fait la promotion de la culture du viol. Dans le milieu littéraire actuel, ça se porte assez mal. Donc, bref, il y avait bien une tentation, en tout cas sensorielle. D'ailleurs, la fin de la citation est assez intéressante dans son ambiguïté. Il n'a jamais été question d'interdire la représentation du viol, donc je ne fais pas de la censure, mais plutôt la banalisation de cette représentation, donc je fais de la censure. Quelle est la différence entre banalisation et représentation? J'imagine que c'est elle qui le décidera, comme autrefois les censeurs décidaient ce qui était correct et ce qui ne l'était pas. Donc on est bien dans une volonté sensoriale, malgré le déni. Deuxième exemple, la lettre de Kanata, toujours dans le Devoir. Vous les voyez bien, entre parenthèses. Donc c'est la... Non?
Je vais m'écarter un peu. Oui, c'est ça, je vais faire attention de ne pas tomber de l'estrade. Donc c'était le début, si je me souviens bien, de la lettre d'un collectif assez imposant. D'ailleurs, il y avait plusieurs dizaines de signataires. Sur donc la pièce Kanata, qui n'était pas encore produite, il faut le préciser, un peu comme pour Slave, c'était une pièce à peine représentée, Kanata c'est encore pire, c'est une pièce qui n'avait même pas été montée, les répétitions n'étaient même pas commencées. Et ça commence, donc nous ne souhaitons pas censurer qui que ce soit. Alors, c'est tout à fait, là encore, c'est pas exactement de la censure. On ne censure pas en écrivant une lettre de protestation dans le Devoir, et c'est tout à fait légitime, bien entendu, d'écrire une lettre de protestation dans le Devoir, quel que soit le sujet, ou ailleurs, bien entendu. Donc on pourrait dire, effectivement, comme pour Vanessa Courville, il ne s'agit pas exactement de censure. Pourtant, l'effet a été sensorial, puisque un fonds de production américain qui avait décidé de financer Kanata a retiré son financement étant donné le simili-scandale. Je dis simili parce que le scandale n'était quand même pas très puissant. Disons qu'une lettre publique, c'est quand même pas quelque chose de très... enfin, il n'y a pas bord d'homme, il n'y avait même pas de manifestation physique comme pour Slave, mais ça a suffi à effaroucher des investisseurs américains. Et par la bande, d'ailleurs, on a appris du même coup que le Conseil des Arts avait lui aussi, du Canada cette fois, avait lui aussi refusé de subventionner la pièce de Lepage pour cause d'appropriation culturelle de la culture amérindienne. Alors là, on entrait dans quelque chose qui est un peu plus proche de la censure, j'y reviendrai tout à l'heure, le fait de refuser des subventions pour des raisons clairement politico-morales. Je crois que là, on est dans un cadre sensorial. Mais évidemment, les protestataires amérindiens n'avaient rien à voir avec ça. C'est un peu complexe tout ça. Eux se contentaient de protester, l'effet indirect étant que des investisseurs cessaient de financer la pièce. Or, vous connaissez la suite, la pièce est jouée à Paris, il est probable qu'elle ne sera jamais jouée à Montréal pour ces raisons-là, dans le fond, pour des raisons de financement. Donc on parlera plus de censure économique. Mais dans tous les cas, même la protestation de ce groupe d'Autochtones, aussi légitime soit-elle, sa justification était dans le fond l'appropriation culturelle. Quel que soit ce concept que je trouve personnellement très flou, c'était l'idée que si on jouait des Amérindiens sur scène, il fallait qu'une partie au moins des acteurs soit amérindiens. Or, là encore, même s'il n'utilisait pas le terme, l'idée même d'appropriation culturelle, clairement, entraîne une forme de censure, puisque ça interdit à certains de... tenez, prenons un exemple clair, si je veux écrire un roman sur les Amérindiens, je ne serai pas subventionné par le Conseil des Arts, et j'aurai peut-être une accusation d'appropriation culturelle sur le dos. C'est pas dans mes projets, remarquez, mais c'est quand même une forme de censure. Qu'on le veuille ou non, on interdit à certaines personnes, pour des raisons assez discutables, de tenir certains discours ou de monter certaines pièces de théâtre. Alors évidemment, c'est une censure indirecte. Je le répète parce que c'est important. Ni Vanessa Courville, ni ce collectif d'Amérindiens, ni les manifestants devant le Théâtre du Nouveau Monde pour Slave n'avaient le pouvoir de censurer quoi que ce soit. Autrement dit, on parle bien de censure indirecte et non pas directe. Ce ne sont pas effectivement des censeurs, mais il y a chez ces gens-là un esprit de censure, la volonté d'essayer d'interdire certaines publications, certaines représentations, etc. Ce qui m'amène évidemment à la question cruciale et qui est de loin la plus difficile. Si ça n'est pas de la censure, et ça j'en conviens, qu'est-ce que la censure? Et c'est un problème, je vous avoue, de définir un peu précisément la censure. C'est un problème parce que c'est un phénomène qui, si on le définit de façon trop stricte, ça ne nous mène nulle part, et si on le définit de façon trop large, eh bien, ma foi, tout est censure, et donc il faut essayer, disons, de trouver un équilibre entre des définitions un peu différentes. Définition du dictionnaire. C'est toujours un bon point, je dirais, de partir du dictionnaire, ou en tout cas d'une définition d'usage courant. Examen des œuvres littéraires, etc., exigé par le pouvoir avant d'autoriser la diffusion. Autrement dit, ce que le dictionnaire appelle censure, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la censure préalable.
qui implique des censeurs professionnels. Alors comme ça existait en France au XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française, tous les livres qui devaient paraître de façon officielle, heureusement il y avait des publications officieuses, mais tout ce qui devait paraître de façon officielle passait entre les pattes de censeurs qui devaient donner un avis. Est-ce que le livre pouvait être publié? Est-ce qu'il pouvait être publié intégralement? Autrement dit, ils avaient le droit de couper des pages, de couper des phrases, de couper des mots, etc. Et ensuite de décider si le livre avait le droit d'être publié ou pas. Alors ça existait à peu près partout, je prends l'exemple français parce que c'est ce que je connais le mieux, mais cette censure préalable existait à peu près partout. Et dans ce sens-là, eh bien, ma foi, la censure, ça serait assez formidable, parce que de nos jours, la censure préalable n'existe à peu près nulle part. Si on accepte, disons, la Corée du Nord, l'Iran et quelques pays à travers la planète qui ne doivent pas être très nombreux, on pourrait dire donc qu'au Canada, en France, aux États-Unis, etc., on jouit d'une parfaite liberté d'expression. La censure a totalement disparu. La censure préalable n'existe pas. La seule chose qui pourrait y ressembler, c'est les visas d'autorisation cinématographique. Vous savez, qui statuent l'âge légal pour voir tel ou tel film, et qui statuent si un film est pornographique ou pas, etc. Ça, c'est préalable, mais on s'entendra que ça se fait pour des motifs qui, généralement, sont assez légitimes, même s'il peut y avoir certaines entorses. Autrement dit, si on définit la censure de cette façon-là, comme le fait le petit Robert, la censure a disparu. Elle n'existe vraiment plus, sauf peut-être quelques reliquats. Mais on s'entendra aussi que cette définition, elle est trop stricte et qu'elle ne permet pas en fait de cerner les phénomènes sensoriaux, si je me permets le terme, actuels. Je vous donne quelques exemples. Vous connaissez la saga Noir Canada d'Alain Deneau, livre donc qui a été retiré de la vente après une saga judiciaire extrêmement éprouvante pour l'auteur et l'éditeur, pour avoir été poursuivi par des multinationales minières qui avaient leurs sièges sociaux au Canada. Ben, si on applique le petit Robert, ça n'est pas de la censure, bien entendu. C'est la diffamation, c'est l'utilisation des lois sur la diffamation. Si on désinvite lors d'une conférence à l'UQAM, pour prendre cet exemple-là récent, quelqu'un que l'association des étudiants en sciences humaines estime être intolérable dans les murs de l'UQAM, ça n'est pas de la censure non plus. Si on assassine la rédaction de Charlie Hebdo, ben, ce n'est pas non plus de la censure, au sens de censure préalable. Enfin bref, ce serait formidable parce que rien ne serait de la censure, mais en même temps, on pourrait voir la liberté d'expression s'effilocher. Autrement dit, il est clair que le phénomène sensorial est beaucoup plus multiforme que ne le dit le petit Robert. Je vais vous proposer une autre définition qui n'est peut-être pas non plus totalement satisfaisante, mais qui en tout cas a pour vertu d'être plus large. C'est celle que donnait Jean-Jacques Pauvert dans un essai à la fin du XXe siècle. Et vous voyez qu'elle est beaucoup moins précise, mais elle a pour vertu au moins d'englober beaucoup plus de phénomènes parmi ceux que j'ai nommés. Un pouvoir quelconque, autrement dit, le pouvoir n'est pas seulement le pouvoir de l'État, bien entendu, par un moyen quelconque, autrement dit, il n'y a pas que la censure préalable, mais n'importe quelle pression pour faire en sorte qu'une œuvre ou un livre, ou peu importe, ne paraisse pas ou ne soit pas réalisé. Bref, tout ce qui est entrave à la liberté d'expression serait censure. Ça me semble un peu plus raisonnable que la première, et ça semble surtout beaucoup plus applicable à l'époque actuelle. C'est-à-dire que, je le répète, si on appliquait uniquement l'idée de censure préalable, il n'y aurait plus de censure. Avec ça, on peut commencer à réfléchir à des formes de censure actuelles. Je vais passer en revue très vite les différentes formes. Justement, quand je dis la censure est un phénomène multiforme, alors quelle forme peut prendre la censure? Et je ne pense pas que ma liste soit exhaustive, mais il y a une multitude en fait de possibilités d'expression de la censure. Alors évidemment, il y a la censure d'État, celle dont j'ai dit que depuis la fin du XVIIIe, elle avait tendance à reculer. Or, elle a laissé des restes, mais qui sont quand même beaucoup moins, en tout cas peut-être pas moins contestables, mais beaucoup moins larges dans le pouvoir qui leur est donné. C'est souvent une censure qui aujourd'hui est un peu indirecte et un peu inavouée, et a toujours un peu du mal en fait à se justifier. Or, j'ai évoqué tout à l'heure le classement des films. Je vais
faire une allusion à un film qui a été diffusé ici, c'est le film Salafiste. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Alors le film n'a jamais été censuré en France au sens strict, mais il a été classé pour adultes. Ce qui revenait un peu au même, parce qu'en France, les films classés pour adultes sont privés de subventions, sont privés de retour d'impôts, pour faire une histoire simple, et ne peuvent pas être diffusés à certaines heures à la télévision, ni dans toutes les salles de cinéma. Autrement dit, quand vous classez un film pour adultes, grosso modo, vous l'interdisez à une grande partie de la population, sauf aux plus motivés des téléspectateurs et de ceux qui sont prêts à aller au cinéma. Bon, plus tard, le classement a été retiré, mais c'est clair qu'au départ, ça ressemblait beaucoup à une forme de censure, mais indirecte, qui ne se déclarait pas comme censure. Alors c'est un peu ce genre de choses. La censure étatique, aujourd'hui, on est un peu là. J'évoquais tout à l'heure subvention refusée à Canada par le Conseil des arts du Canada. C'est un peu une forme de censure politique parce que le Conseil des arts a décidé de faire en sorte que la notion d'appropriation culturelle ait du sens dans son fonctionnement, ce qui, à ma connaissance, n'a jamais été discuté ni choisi politiquement par qui que ce soit. Autrement dit, il y a bien une espèce de censure indirecte qui s'exprime. Alors la deuxième, la censure légale, je dirais que, évidemment, je vais y revenir, mais la liberté d'expression a des limites qui sont tout à fait légitimes. Autrement dit, personne n'ira contester la loi sur la diffamation, ou même d'ailleurs la loi sur les propos haineux. Mais on observe au Canada comme ailleurs une instrumentalisation de ces lois-là par toutes sortes de groupes qui poursuivent systématiquement certaines personnalités dans le but assez évident de les faire taire. Je pense à Jemila Benhabib, par exemple, au Québec, qui s'est fait poursuivre à répétition. Alors en France, le cas le plus flagrant, c'est Éric Zemmour, qui s'est fait poursuivre systématiquement pour des petites phrases, des propos, un mot de travers, etc. Et parfois condamné d'ailleurs, mais qu'il soit condamné ou pas, c'est clairement très désagréable d'être poursuivi pour des choses qu'on a dites ou écrites. Et donc, il y a cette tendance à instrumentaliser certaines lois par des groupes, des associations en général, pour essayer de faire taire. La censure des institutions, écoutez, au Québec, on le sait très bien, pendant tout le XXe siècle, enfin jusqu'aux années 60, l'Église avait un pouvoir censorial qui n'avait même pas besoin de faire appel à l'État. Il y a des tas de cas, de livres, entre autres, qui étaient condamnés en chair, et dans le fond, le lendemain, ils disparaissaient des librairies, et l'auteur perdait son emploi. Donc, c'était clairement un pouvoir sensorial, mais qui ne passait ni par les lois, ni par des décisions politiques, en tout cas actives. Or, aujourd'hui, on peut penser au pouvoir des médias. C'est un peu délicat, d'ailleurs, est-ce que les médias sont plus des institutions ou plus... est-ce qu'il s'agit plus de censure politique? En tout cas, il est clair que les médias, les télévisions, entre autres les chaînes de télé, ont un pouvoir énorme de définir ce qui est lisible et ce qui doit être plus ou moins tu. Ce qui est évidemment un pouvoir qui leur appartient et qui est tout à fait normal, mais on soupçonne parfois certains biais, etc. Et je pense qu'on soupçonne parfois à raison ce genre de biais. Censure de type économique, bon c'est clair, je ne m'y attarderai pas, on a parlé de Canada tout à l'heure, le fait de priver une pièce de financement, c'est clair, c'est une manière de la faire disparaître. Vous savez très bien que les firmes les plus puissantes sont aussi généralement de grosses acheteuses de publicité, et quand on a des budgets énormes de publicité, c'est clair qu'on a l'oreille des diffuseurs sur des chaînes de télé, autrement dit. Donc bref, ça a été documenté dans bien des pays, entre autres aux États-Unis. C'est clair qu'il y a un pouvoir économique, d'ailleurs on n'a même pas besoin de le dire, dans le fond ça relève d'une certaine forme d'évidence. Je m'attarderai plus sur la quatrième, la cinquième, la censure sociale. La censure sociale, elle a toujours existé, évidemment, c'est la censure que, disons, la majorité, ou en tout cas l'opinion publique, va faire peser sur les opinions divergentes. Que ce soit des opinions ou des œuvres d'art, d'ailleurs, tout ce qui va choquer la majorité des gens, eh bien, dans toute société, ou presque, ça aboutit à une forme ou une autre d'exclusion des gens qui tiennent des propos qui ne sont pas tolérés. Ça peut être des propos, ça peut être des peintures, ça peut être n'importe quoi, mais bref, dans toute société, il y a une forme d'ostracisme qui frappe
les opinions minoritaires. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, cette censure sociale, elle s'est un petit peu emballée. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui c'est pas une censure au sens strict du terme, parce qu'évidemment, les gens qui cliquent pour dire qu'ils détestent une opinion sur Facebook n'ont aucun pouvoir d'interdire cette opinion. Mais on a quand même des vagues de ce qu'on pourrait appeler quasiment des lynchages symboliques qui se multiplient et qui créent un effet de censure, parce qu'il est bien évident que c'est jamais très agréable. Tenez, Normand Baillargeon en a été victime il y a quelques années. C'est pas très agréable d'être lynché sur la place semi-publique que sont les réseaux sociaux. Il y a une expression que j'aime bien, je me permets de vous la lire, c'est Elisabeth Lévy qui définissait ce rôle des réseaux sociaux en disant « Une partie du public a été transformée en meute ivre de sa bonne conscience ». Alors, il y a un peu de ça, il faut bien le reconnaître, dès qu'il y a quelque chose qui semble ne pas concorder avec l'opinion majoritaire ou avec l'opinion d'ailleurs de certains groupes, on a une sorte de déchaînement de pression. Enfin, il y a l'autocensure qui est dans le fond la victoire de la censure, c'est-à-dire que toute censure vise à disparaître finalement. Non pas pour laisser la place à la liberté d'expression, bien entendu, mais une fois qu'elle s'est montrée terriblement efficace, eh bien tout le monde s'autocensure et la censure n'a plus besoin d'être aussi frappante, ou d'être aussi, frappante n'est peut-être pas le bon terme, d'être aussi présente, disons. Et donc l'autocensure, ben, évidemment, c'est le fait de s'interdire de dire des choses qu'on pense, parce qu'on sait que ça risque d'être mal reçu, et j'imagine que, là encore, c'est un phénomène qu'on retrouve dans toutes les sociétés, mais qui va connaître des vagues, selon les pressions indirectes qui s'exercent. Je me permets une petite, c'est pas exactement une parenthèse, mais je ne peux pas parler de censure sans vous donner, d'une certaine manière, mon opinion sur ce qui serait réellement illégitime. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment la liberté d'expression n'est pas une liberté absolue, il n'y a aucune liberté absolue. La liberté doit être encadrée par les lois, etc. Et c'est vrai aussi de la liberté d'expression. Autrement dit, je définirais la censure comme toute restriction à la liberté d'expression, sauf celles qui peuvent apparaître comme légitimes. Alors évidemment, c'est un peu jouer sur les mots, mais il est bien entendu que tout interdit n'est pas illégitime. Il y a des choses qu'il est tout à fait correct d'interdire. Autrement dit, qui irait contester que la loi sur la protection de l'enfance interdit aux enfants d'être exposés à de la pornographie? Je pense qu'il y aurait consensus assez largement pour dire que ça n'est pas de la censure. Qui irait contester le fait que des appels au meurtre lancés sur Internet doivent être censurés dans la mesure du possible? Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Autrement dit, je me permets d'exposer quelques balises qui me sembleraient justifier des formes de restriction de la liberté d'expression pour montrer justement que ce que j'appelle les nouvelles censures ne respectent pas du tout ces balises-là. Alors rapidement, 3 balises en question. D'abord que les motifs d'interdiction soient clairement, explicitement, publiquement définis. Autrement dit, qu'on ne nous impose pas un concept comme appropriation culturelle en catimini dans un organisme public, et que si ça doit être fait, que ce soit public, que ce soit discuté, et qu'à ce moment-là, il y ait un consensus pour l'accepter. Enfin, évidemment, d'empiéter le moins possible sur la liberté de conscience individuelle. Je pense à imposer, par exemple, je ne sais pas, un cas qui me vient à l'esprit, vous avez dû entendre parler de ça, c'est lié à l'affaire Jordan Peterson en Ontario, le fait d'imposer l'utilisation de soi-disant pronoms neutres pour accommoder des étudiants transgenres dans certaines universités, et le fait que Jordan Peterson l'ait publiquement refusé, ça faisait de lui la bête noire en Ontario, on l'a quasiment traité de nazi, etc. Il me semble que la liberté de conscience implique d'accepter ou de refuser certaines modifications de la langue si on estime qu'elles ne sont pas justifiées, ou certaines définitions d'ailleurs du sexe. Et enfin, qu'il y ait de larges consensus, c'est-à-dire qu'on applique
ça me semble béaba démocratique, qu'on applique des interdits dans la mesure où il y a un large consensus dans la population pour les accepter. Je vous donne un exemple. La loi Guesso en France, qui a été votée dans les années 80, 82, je crois, ou 84, c'est une loi qui interdit de faire la promotion du négationnisme par rapport au génocide juif. Je crois que cette loi-là répond aux critères que je viens d'énumérer, c'est-à-dire qu'il y a très peu de Français qui seraient d'accord pour dire qu'il est légitime de nier les 6 millions de morts de la Shoah, etc., ou de nier du moins qu'il y avait une intention génocidaire chez les nazis. Et bref, il y aurait un fort consensus là-dessus. Je ne vois pas quelle liberté de conscience ça nie. Et en même temps, donc, ça s'applique de façon très stricte, puisque c'est uniquement ce phénomène-là qui est visé par une loi et qui est assez clairement donc balisé. Par contre, vous le savez, un certain nombre de groupements religieux demandent à l'ONU que l'offense aux religions soit considérée comme criminelle. L'offense aux religions, ça me semble très mal défini. C'est très large, ça ratisse beaucoup trop large, il n'y a guère de consensus sur cette question-là, etc. Donc ça me semblerait échapper totalement aux balises en question. Dans la mesure d'abord où ça se définit mal. Ça veut dire que Voltaire, par exemple, serait interdit. C'est clair. S'il y a quelqu'un qui a offensé le christianisme, c'est bien Voltaire. Donc bref, l'État a cessé, je laisse de côté mes définitions, l'État, c'est un peu en fait à partir de ces critères-là qu'il a renoncé à une certaine forme de censure. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, en 1965, la police débarque dans une galerie d'art de Toronto, s'empare de 7 tableaux et arrête la responsable de la galerie. Pourquoi? Parce que ces tableaux représentaient des nus. Autrement dit, la loi pour la protection de la morale, des bonnes mœurs, interdisait la nudité en public. Et donc le vernissage, évidemment, de la galerie, c'était public. Et donc la police a arrêté et accusé la galeriste en question et les tableaux ont été saisis. Personne ne va regretter qu'aujourd'hui l'État ait pris un peu plus de recul et ne s'intitule plus protecteur des bonnes mœurs, etc. Autrement dit, je le disais, l'État libéral s'est un peu appuyé sur ce genre de principe pour petit à petit céder finalement le pouvoir sensorial qu'il avait eu pendant longtemps. Mais il y a un effet paradoxal à ce retrait de l'État du domaine de la censure, c'est dans le fond qu'au fur et à mesure que l'État se retirait, c'est-à-dire en abandonnant certains pans à la liberté d'expression, certains types de discours ou certains types d'œuvres à la liberté d'expression, il a permis en même temps l'émergence d'une forme de censure privée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où l'État disait en tant qu'État abstrait, etc., rien ne me choque du point de vue moral ou sexuel, disons-le comme ça, eh bien, il y avait des citoyens et des groupes de citoyens qui s'organisaient pour dire nous, ça nous choque, et on va réclamer des interdits, mais évidemment, on va les réclamer de manière privée, c'est-à-dire en tant que groupe de pression privé. Et de fait, la censure actuelle, ce que j'appelle les nouvelles censures, mais on va voir que ce n'est pas si nouveau que ça, c'est une censure strictement privée. Ah, excusez, ça m'a... Censure. Ouais. Bon, je vais rester avec ça. Je repasserai la suivante. Non, ça devrait. En tout cas, bref, la censure contemporaine, c'est une censure essentiellement privée, je disais. Les manifestations de Vanslav, l'affaire Noir Canada, etc. Même à la limite, l'assassinat des membres de la rédaction de Charlie Hebdo, tout ça, ce sont des actes qui relèvent, qui ne relèvent pas d'État en tout cas, donc qui relèvent du privé. Autrement dit, des groupes politiques ou religieux ou de sociaux, à la limite, se sont organisés pour prendre la relève de l'État dans la réclamation de certaines formes de censure, soit à travers des poursuites judiciaires, donc ce que j'évoquais tout à l'heure en instrumentalisant certaines lois qui a priori sont légitimes, mais dont on peut assez facilement abuser, ne serait-ce que par des poursuites,
ou alors par des voies protestataires traditionnelles, c'est-à-dire des manifestations, des pétitions, des pressions, de l'intimidation, etc., qui peuvent d'ailleurs aller parfois assez loin. Étonnamment, cette forme de censure privée, elle est le résultat de la démocratisation de nos sociétés. Ça peut paraître étrange de le présenter comme ça, mais dans le fond, c'est bien le fait que l'État reconnaisse un rôle à l'opinion publique qui permet à des groupes d'essayer de faire pression sur l'opinion publique et sur l'État de façon tout à fait démocratique, comme on le fait à travers une manifestation ou une grève, pour faire interdire des idées qui leur semblent illégitimes. Autrement dit, c'est un peu le résultat, depuis le 19e et le 20e siècle, de la démocratisation de nos sociétés. Première remarque. Deuxième remarque, si on recule un peu dans le temps, disons jusqu'à la moitié du XXe siècle, les groupes qui étaient le plus actifs dans les revendications de ce type de censure étaient des groupes généralement de droite, voire d'extrême droite, ou alors d'extrémistes religieux. C'est clair à travers un certain nombre d'exemples que je vais vous rappeler. Alors c'était souvent, j'ai pris des exemples au Québec ou en France, il y en aurait encore plus aux États-Unis, mais c'était souvent une droite religieuse finalement qui allait réclamer la censure de certaines pièces ou certains textes ou certains livres. Aux États-Unis, par exemple, certains groupes s'étaient fait la spécialité d'expurger les bibliothèques publiques ou les bibliothèques scolaires et de manifester, etc., pour faire retirer certains livres. Alors, pour vous donner un exemple, les Faits ont soif, on est en 1978, le groupe qui est le plus actif pour réclamer l'interdiction de la pièce s'appelle les Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne. C'est clair, c'est assez net. En France, en 1966, Jean Genet fait jouer une pièce qui s'appelle Les Paravents, qui est une pièce atrocement antimilitariste et anticolonialiste. Je vous rappelle qu'on est 4 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Ça se passe en Algérie, justement, et ça met en scène des parachutistes, entre autres. Ça va donner lieu à un ramdam du tonnerre, des militaires interviennent sur la scène, lancent des boulons aux acteurs, il y aura des blessés, la police intervient, 80 arrestations, c'est quand même du sérieux. Enfin bref, cette censure privée, elle existe depuis longtemps. On est donc, je vous le rappelle, dans les années 60. La dernière tentation du Christ, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Là, on est, j'ai plus la date, oui, 1988. En France, il y aura des cinémas d'incendiés. Il y aura même un mort dans un incendie criminel. Mais le film continuera pourtant à être diffusé dans certains cinémas. Et là encore, donc, c'était des mouvements, disons, ce qu'on appelait les chrétiens traditionnalistes en France, qui étaient les plus virulents. Alors bref, la censure actuelle, qui est tout à fait différente par certains aspects, il y a quand même des ressemblances. Vous noterez, c'était un peu le même genre d'action, c'est-à-dire manifestation devant les lieux, pression sur les individus, etc. Et en même temps, on va le voir, il y a des différences qui sont assez sensibles. Alors dans les ressemblances, bien entendu, il y a la méthode, manifestation, donc pression, etc. Et il y a aussi la volonté, c'est-à-dire cette idée d'imposer à des gens qui ne partagent pas forcément notre opinion, une opinion qui nous paraît légitime et de l'imposer de façon potentiellement violente, ou en tout cas même si la violence reste relativement restreinte. Mais je vais plutôt m'intéresser aux différences. Alors, elles sautent aux yeux. Aujourd'hui, le même genre d'actions sont portées par des gens qui se disent de gauche, voire d'extrême gauche, et qui agissent généralement au nom disons, des droits de la personne au sens large, c'est-à-dire de la lutte contre les discriminations, etc. Ce qui n'était évidemment pas le cas des parachutistes qui lançaient des boulons aux acteurs des paravents. Eux se réclamaient de la France, de la dignité de l'armée, etc. Même si les actions sont sensiblement les mêmes. Et entre parenthèses, c'est un peu paradoxal, parce qu'on a donc des gens qui se définissent comme des défenseurs des droits, mais qui veulent restreindre le droit à la liberté d'expression, le droit de la liberté d'expression. Donc on est un peu face à une forme de contradiction. Il y a une deuxième différence, c'est que les paravents en 1966 ont continué à jouer avec un cordon de CRS devant le théâtre, mais ils ont continué à jouer.
Et ça s'était répercuté au Parlement où certains députés les plus à droite de la Chambre, on était à l'époque sous De Gaulle, réclamaient qu'au moins le théâtre soit privé de subventions d'État. Et je vous donnerai la citation un peu plus tard, mais ça a donné lieu à André Malraux, qui était à l'époque ministre de la Culture, de faire un grand discours devant la Chambre où il a dit « c'est hors de question, nous n'enlèverons pas les subventions à cette pièce-là, même si ça n'est peut-être pas une pièce fantastique, etc. Mais la liberté fait en sorte qu'il n'y a aucune raison de l'interdire. » Les faits ont soif, injonction devant les tribunaux, mais ceux qui avaient déposé l'injonction perdront devant les tribunaux et la pièce sera représentée. Même chose pour la vie de Brian. Alors on voit une différence, c'est que Slave, ça s'est interrompu là, cet été, ça a repris, mais sous une forme différente cet hiver. Kanata, je le disais tout à l'heure, ne sera probablement pas joué au théâtre, etc. Donc la deuxième différence, c'est bien évident que cette censure privée actuelle est plus efficace. On se demandera pourquoi tout à l'heure, mais en tout cas, elle marche mieux que la censure d'extrême droite, sauf aux États-Unis d'ailleurs, où elle avait beaucoup de succès dans un certain nombre d'États. Je le répète, cette censure privée, ceci dit, n'est pas une vraie censure, puisque ces manifestants ou ces gens qui font des pétitions ou qui écrivent sur Facebook ou qui font pression sur tel ou tel, n'ont pas de pouvoir sensorial. Donc c'est une censure indirecte. Et il faudrait à ce moment-là il faudrait nuancer, c'est un mauvais lapsus, il faudrait nuancer cette idée de censure privée. En réalité, la censure privée n'existe pas vraiment. Les gens qui cèdent et qui acceptent d'interdire quelque chose sont généralement à la tête d'institutions, voire d'institutions d'État. Autrement dit, ce ne sont pas les quelques manifestants, ils étaient quoi, 40 à peu près, devant le Théâtre du Nouveau Monde, qui ont interdit Slave. C'est le responsable du festival de jazz, qui a décidé d'annuler la pièce. Et c'est un peu la même chose pour Kanata, ça serait l'investisseur américain et en amont le Conseil des Arts, qui dans le fond serait véritablement les censeurs si on devait leur lancer la pierre. À moins évidemment de tomber dans une violence extrême, je pense à Charlie Hebdo, où là évidemment il y a une forme de censure après coup terriblement efficace. Donc le pouvoir sensorial, il appartient à des institutions, que ce soit le festival de jazz ou que ce soit les organismes subventionnaires, et non pas aux gens qui réclament l'interdit. Alors c'est une nuance importante parce que ça amène évidemment à se demander pourquoi cède-t-il à ces pressions-là. J'espère que ça va marcher maintenant. Ah, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas très grave, ceci dit, sauf qu'après, j'aurai quelques citations. Je vais quand même vous donner le titre suivant qui aurait dû s'afficher. C'est un peu méchant, c'est l'abdication des institutions. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui deviennent directement les censeurs de certaines œuvres, de certains discours, etc. Ce ne sont pas les manifestants, mais ce sont ceux qui disent « Ok, on annule ». Autrement dit, je reprends mon exemple, par exemple, le directeur du festival de jazz qui va dire « D'accord, on suspend la pièce Slave ». Et je crois que cette abdication de nos institutions, elle est liée à une certaine peur de la publicité négative. C'était clair pour le festival de jazz, mais c'est clair souvent aussi pour les universités. Je pense aux universités parce que c'est souvent dans le cadre universitaire qu'il y a des demandes de désinvitation de certains invités à des colloques ou d'annulation de certains colloques, etc. Or, j'avais une citation de Joseph Yvon Thériault, sociologue à l'UQAM, qui faisait cette remarque-là, justement, que souvent, devant des demandes d'interdits pesant sur une personne ou sur un type de discours, l'université elle-même allait capituler, et souvent également les départements universitaires, voire les organisateurs du colloque, et bref, qu'il y avait une espèce de démission en chaîne d'une institution pourtant, l'université, qui devrait avoir à cœur la liberté d'expression. Ceci dit,
une institution comme le Festival de Jazz devrait avoir à cœur la liberté de création. Autrement dit, le mal, si je puis dire, vient de là. Vient du fait que ces institutions abdiquent le rôle institutionnel, justement, qui devrait être le leur. Et je vais aller vite sur cette question-là, mais je crois que c'est lié, entre autres, au mode de gestion qu'on a imposé à la plupart de nos institutions aujourd'hui, que ce soit les universités ou les musées, qui est copié en gros sur le mode de gestion privé, avec donc reddition de comptes, pression à la performance, concurrence, etc. Avec aussi la transformation des étudiants universitaires ou des visiteurs de musées en clients et en clientèle. Et il est bien évident qu'on ne gère pas des étudiants comme on gère des clients. Le client, on le sait tous, a toujours raison. Et comme il a toujours raison et qu'on veut de plus en plus de clients, eh bien on devient en quelque sorte hypersensible à la publicité négative. Autrement dit, il suffit que quelqu'un quelque part crie au racisme ou à l'homophobie ou à ce que vous voulez, et aussitôt les gestionnaires de nos établissements publics, culturels particulièrement, paniquent parce qu'ils ne veulent surtout pas être associés à des idées négatives, et donc, généralement, ils vont accepter toute mesure qui fera, disons, disparaître le scandale le plus rapidement possible. Et de ce point de vue-là, il nous place, nous tous, dans une espèce de cercle vicieux, parce que si 40 manifestants peuvent faire annuler une pièce de théâtre, si 10 ou 12 personnes qui font irruption dans un amphithéâtre peuvent faire annuler une conférence, ben c'est clair que ça donne envie à bien des groupes de se manifester de la même façon. Ça devient extrêmement facile, ça devient trop facile, et d'une certaine manière, ça n'est pas prêt de s'arrêter. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est clair que ça encourage ce genre d'action. Alors ceci dit, la peur de la publicité négative n'est certainement pas le seul motif de ces abdications des institutions vis-à-vis de ces réclamations sensoriales. Je vais vous donner un exemple et vous allez voir très rapidement ce que je veux dire. Peu de temps avant le scandale slave, Robert Lepage montait la pièce Coriolan de Shakespeare avec dans le rôle titre un acteur noir. S'il y avait eu une manifestation d'un groupe d'extrême droite en Ontario pour dire c'est de l'appropriation culturelle, il ne peut pas jouer un Romain parce qu'il a la peau foncée, je ne pense pas que la pièce aurait été interdite. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, clairement, il n'y a pas que la raison du scandale, mais aussi qui provoque le scandale. Et on entre là dans une question peut-être un peu plus délicate, mais qui commence à être débattue, ma foi. C'est ce qu'on appelle, je reprends le terme d'un auteur français, Messu, son prénom m'échappe, la société victimaire, c'est-à-dire que toute revendication, y compris sensoriale, qui est faite au nom ou par des gens qui se proclament victimes de quelque chose, va avoir beaucoup plus d'écho et va avoir beaucoup plus l'oreille des dirigeants institutionnels que s'ils se réclamaient de toute autre cause. Et c'est bien ce qui était en jeu, bien entendu, dans les affaires que j'évoquais au début, Slav, Kanata et XYZ. Autrement dit, on a une forme, certains parlent d'idéologie victimaire, je vais vous résumer rapidement, mais on la connaît parce que dans le fond elle est un peu dans l'air du temps. C'est un peu cette idée que les sociétés actuelles seraient divisées entre dominants et dominés, c'est-à-dire majoritaires et minoritaires, qu'il y aurait une majorité dominante. Je ne vais pas reprendre le jargon, mais en gros, blanche, hétérosexuelle, cisgenre et tout ce que vous voulez, et des minorités diverses qui seraient toutes opprimées. Et à partir de ce moment-là, eh bien, toute revendication qui se formule en termes de victimisation va être nettement mieux reçue, pas nécessairement par la population, mais dans les médias, par, disons, les milieux intellectuels et culturels, et bien entendu, en bout de ligne, par les milieux politiques, ou en tout cas une partie d'entre eux. Alors, cette idéologie de la victimisation, elle appelle un certain nombre de remarques quand il s'agit de censure. La première, et elle est un peu embêtante, c'est que c'est très difficile de s'opposer à ces nouvelles censures. Parce que si vous vous opposez aux manifestants devant le TNM, vous êtes raciste.
Si vous vous opposez à la décision de Vanessa Courville dans la revue XYZ, vous êtes sexiste. Bref, vous voyez où je veux en venir, on se trouve forcément à contester pour des raisons qui nous appartiennent une forme de censure et on se retrouve taxé en fait de noms d'oiseaux qui ne sont pas forcément agréables à porter. Première donc difficulté, c'est pas forcément agréable. Je dirais entre guillemets que j'ai goûté une ou deux fois, puis c'est pas du tout agréable de se faire traiter par exemple d'antiféministe alors que c'est pas notre cas nécessairement, etc. Bref, d'endosser un certain nombre d'étiquettes qui aujourd'hui fusent assez vite, particulièrement sur les réseaux sociaux. La deuxième difficulté, c'est que autant il pouvait être, d'un point de vue moral, personnel, il pouvait être courageux, voire héroïque, de s'opposer à des institutions puissantes, à l'État en particulier, pour réclamer la liberté d'expression, autant c'est beaucoup plus délicat de réclamer la même chose face à des gens qui disent « oui, mais nous sommes des victimes ». C'est moins glorieux, c'est beaucoup plus délicat. Bref, on marche un peu sur des œufs et tout le monde a un peu peur de se faire dire bah oui, mais vous êtes indifférent à la souffrance de ces personnes-là, qui est réelle, je le précise, ou en tout cas qui peut l'être dans bien des cas. Et donc, bref, la censure a beau jeu parce que c'est très embêtant de s'y opposer. On est censuré en tant qu'oppresseur et les censeurs sont des victimes. Donc il y a une espèce d'inversion du rapport habituel entre censeur et censuré, ce qui devient difficile, ça devient difficile pour les censurés eux-mêmes de se défendre, tout simplement, puisqu'ils sont censurés au nom d'une oppression qu'ils feraient peser sur des personnes opprimées. Et ça a donné lieu d'ailleurs à des, je dirais, d'étranges palinodies, des genres de confessions un peu bizarres. Je vous en montrerai deux. La première, c'est Robert Lepage qui a publié en décembre dernier sur sa page Facebook. Alors il s'était tu à l'époque de la polémique, ce que je comprends tout à fait, il n'avait pas envie de se mêler de ça, il avait bien raison. Donc il s'était tu à peu près pendant tout l'été, ou en tout cas s'était exprimé avec beaucoup de parcimonie. Mais en décembre dernier, il a publié un long texte sur sa page Facebook qui ressemble beaucoup à une autocritique. Et j'avoue que dans ma tête, le mot autocritique, c'est pas forcément quelque chose de très positif. En tout cas, ça fait penser à certains souvenirs historiques. Donc finalement, il reconnaissait ses torts, ce en quoi il a peut-être raison, il a tout à fait le droit de le faire, mais il y a quand même un ton un peu contraint, un peu pénitentiel dans ce message-là, qui me semblait assez intéressant. Mais je le répète, on ne peut pas être victime de victime. Je veux dire, il se retrouvait, de fait, lui, en tant qu'artiste connu, célèbre, etc., dans une situation progressiste, il faut le rajouter, dans une situation un peu intenable. Alors, un autre exemple, je ne veux pas multiplier les exemples, mais celui-ci était aussi assez étrange. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire-là, c'était au printemps dernier. En printemps 2018. Louis-Jean Cormier qui avait eu le malheur dans une entrevue à la presse de dire qu'il n'était pas favorable à la parité homme-femme dans les festivals de musique. Et aussitôt il s'est fait lyncher absolument sur les réseaux sociaux. Et donc quelques jours après il y allait de cette espèce de confession où là la pénitence est vraiment frappante. Alors bref, si je vous fais lire ces deux exemples, je vais vous laisser le temps peut-être de les lire. Est-ce que je peux passer à la suivante? Oui. Ouais. Et donc l'autre, je n'aurais peut-être pu la sauter parce que je n'ai pas parlé de cette affaire-là, mais elle me semblait encore plus frappante en termes de contrition et de renoncement, dans le fond. Il peut bien, à la limite, se dire « bon, j'ai dit une bêtise, etc. » Mais il y a quand même dans la tonalité quelque chose qui me semblait vraiment terriblement pénitentiel. Bref, c'est justement l'effet de ces censures-là. C'est que les censurés, je me répète, mais les censurés ne sont pas victimes et ne peuvent pas se revendiquer du statut de victime et sont donc obligés, d'une certaine manière, d'intérioriser la faute qu'on leur impute, même si ils n'ont pas le sentiment d'avoir commis quelque faute que ce soit. Alors c'est assez étrange, mais dans le jeu médiatique particulièrement, pour des gens qui dépendent du public, c'est un peu inévitable. Ils sont obligés de montrer leur accord avec l'air du temps,
Je me demande un peu ce qui serait passé si l'un ou l'autre avait protesté en disant bah, écoutez, je l'ai dit, puis je le maintiens, puis je dirais rien parce que je risquerais de devenir grossier. Mais pourquoi pas, on aurait pu très bien maintenir ces propos, comme d'ailleurs on aurait pu maintenir les représentations de la pièce slave. Le monde ne se serait pas arrêté de tourner pour autant, il ne se serait probablement absolument rien passé en réalité. Donc ces démissions-là sont un peu embêtantes. Troisième différence entre les censures d'antan et la censure sociale traditionnelle et la censure actuelle, c'est que généralement, je le disais en commençant, la censure sociale traditionnelle, elle exprimait donc la voix majoritaire, la voix de l'opinion publique majoritaire, disons, de ce qu'on aurait pu appeler à bien des époques, je pense au 19e ou à la première moitié du 20e siècle, la majorité bien pensante. Autrement dit, la majorité allait se choquer de certaines œuvres, de certains films, de certains types de discours tenus par des artistes généralement minoritaires ou par des politiciens plus ou moins extrémistes et réclamaient leur censure. Les nouvelles censures, de ce point de vue-là, sont très différentes. Elles se réclament de minorités et qui revendique en fait le fait de ne pas représenter la majorité, mais de lui imposer un certain nombre de ses désirs de censure. C'est assez inédit quand on y pense. Ce que je veux dire par là, c'est que les censures traditionnelles, généralement conservatrices, etc., avaient au moins pour elles d'être la voix de la majorité. Et en général, c'était assez peu discutable d'une majorité bien pensante. Alors évidemment, ça n'avait rien de progressiste, c'était tout à fait liberticide, mais au moins ça avait un petit côté un peu démocratique, je dirais. C'est-à-dire que la majorité s'exprimait à travers des pressions qui pouvaient, elles, être tout à fait illégitimes. Or aujourd'hui, on a l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on a des minorités qui réclament la censure de discours ou d'œuvres d'art ou de livres ou de pièces de théâtre qui ne choquent absolument pas la majorité. Si on avait fait un sondage à l'époque de Slave pour demander aux gens « Voulez-vous que la pièce cesse? Est-ce que ça vous choque ?» Je suis prêt à parier que 98% des gens auraient répondu « Non, pourquoi ?» Et donc on a des censures qui se présentent comme éminemment progressistes, mais qui en même temps sont éminemment antidémocratiques. Et si vous me permettez une petite parenthèse, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec ce qui se passe en ce moment avec les discussions autour de la loi 21. Il y a des sondages, après sondages, qui donnent grosso modo 65% et plus de Québécois favorables à la loi. Et pourtant, il y a un discours récurrent dans les médias et chez bien des intellectuels qui déclarent que cette loi est absolument illégitime. Or, il y a dans les sociétés libérales actuelles, pas seulement au Canada, entre parenthèses, une évolution un peu étonnante de la démocratie, c'est-à-dire qu'on a des gens qui se revendiquent de la démocratie, c'est-à-dire du droit de la personne et des droits des minorités, mais qui récusent en revanche le pouvoir des majorités politiques. Alors il y a une espèce de débalancement entre les deux, et je dirais que c'est ce qu'on retrouve dans les nouvelles censures. On retrouve exactement les mêmes acteurs d'ailleurs, c'est-à-dire certains médias, certains intellectuels qui vont soutenir des groupes minoritaires qui réclament une censure finalement de la majorité. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que les minorités devraient être opprimées, censurées, etc. et que c'est ça qu'il faut rétablir, ce n'est pas du tout la question. Ça pourrait apparaître progressiste, mais en même temps, c'est clairement le signe d'un déficit démocratique et donc il faudrait au moins rétablir un équilibre entre les deux. Donc c'est un peu certains problèmes que soulèvent ces censures minoritaires. Au-delà de ça, est-ce que j'ai encore du temps? Oui. Au-delà de ça, dans certains milieux, vous n'êtes peut-être pas obligé de lire, d'ailleurs je vais résumer, j'aime bien les citations, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Dans certains milieux, donc, on va théoriser ce phénomène des nouvelles censures et en même temps le justifier par un argumentaire. Alors je vous donne un texte de Marcos Ancelovici, c'est un sociologue de l'UQAM, qui a écrit un texte beaucoup plus long que ça dans une revue alternative qui s'appelle Ricochet, où il défendait dans le fond l'idée de... En fait, il se moquait des gens comme moi qui se plaignent d'une certaine limitation de la liberté d'expression, et il disait mais c'est pas du tout ça qui se passe, le phénomène est tout autre, et ces censures-là se justifient d'un certain point de vue. Alors je vais résumer en gros son point de vue, il n'est pas le seul à le défendre, d'ailleurs c'est
J'ai pris ce texte-là, j'aurais pu en prendre d'autres. En gros, l'idée que défendent certains progressistes à l'heure actuelle sur les nouvelles censures, c'est que ce ne seraient pas des censures. En réalité, ils partent d'un principe qui est assez, avec lequel tout le monde sera à peu près d'accord, c'est que la liberté d'expression, comme toute liberté, est très mal distribuée dans la société. Autrement dit, il faut une distinction qui remonte à Karl Marx, hein, c'est loin d'être nouveau, entre les droits formels et les droits réels. Ils vont donc dire, ok, la liberté d'expression, formellement, elle est là, mais du point de vue réel, eh bien, en réalité, les puissants dans la société ont beaucoup plus de liberté d'expression que les faibles, les dominés, les opprimés, etc. Ce qui est assez évident. Il est bien évident que Pierre-Carl Pellado a plus de liberté d'expression qu'un étudiant en sociologie de l'UQAM, mettons. Je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus, on sera tous d'accord. Mais la conclusion qu'ils en tirent, c'est que, à ce moment-là, censurer des gens qui appartiennent au groupe des dominants, c'est pas vraiment limiter la liberté d'expression, c'est une manière pour les dominés de gagner une liberté d'expression dont on les prive en temps normal. Là, ça devient un peu plus difficile à suivre, mais autrement dit, si je résume de façon un peu brutale, censurer, c'est prouver la liberté d'expression. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, évidemment, il y a une sorte de contradiction un peu étonnante là-dedans, mais en même temps, le raisonnement n'est pas faux. Alors, un raisonnement qui serait complètement stupide, ce serait facile à renverser. Celui-là ne l'est pas, parce qu'il part d'un fait qui est assez évident, c'est-à-dire que la liberté d'expression, comme n'importe quelle liberté, est très mal partagée dans la société, ce avec quoi, je le répète, on serait à peu près d'accord. Et ça les amène donc à dénier le fait même que ce soit de la censure. Autrement dit, désinviter dans une université quelqu'un qui est assimilé à un groupe dominant ou qui tiendrait des propos considérés comme oppresseurs, ça ne serait pas de la censure, ce serait de la critique. Alors ça, c'est une phrase de Véronique Fortin. Petit détail intéressant, Véronique Fortin, c'est une avocate de profession, membre de la commission Liberté d'expression de la Ligue des droits de la personne. De la Ligue du Québec. Du Québec, ah ouais. Or, elle défend clairement l'idée de censure en disant c'est pas de la censure, c'est de la critique, et la critique, c'est légitime. Je vais y revenir dans un instant, mais il y a quand même une forme de contradiction là-dedans assez évidente. Bon, première chose, mais je vais aller vite parce que ça me semble facile à démontrer. La séparation de la société entre dominé et dominant, c'est une lubie théorique, c'est-à-dire que, évidemment, les sociétés contemporaines, pensons au Québec d'aujourd'hui, est beaucoup plus complexe qu'une dualité dominant-dominé. Ça amène des conséquences qui seraient complètement absurdes. Je veux dire, je ne sais pas, un exemple comme ça amènerait à suggérer que, j'ai perdu le fil un peu, excusez-moi, ça amènerait à suggérer par exemple que Michaël Jean, gouverneur général du Canada, serait une dominée, alors qu'un ouvrier d'Abitibi serait un dominant. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est clair que la société n'est pas structurée comme ça et qu'elle n'est pas binaire. Donc bref, c'est très simpliste comme opposition, comme souvent d'ailleurs toute idéologie est simpliste. Deuxième remarque, l'idée de dire la censure de certains favorise la liberté d'expression, c'est évidemment contradictoire, je pense que ça saute aux yeux. Ça a fait penser, vous savez, au slogan de George Orwell en 1984, la liberté c'est l'esclavage, la paix c'est la guerre, etc. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même, si on fait ressortir certains mots, c'en est presque assez humoristique. La censure intervient quand l'autre est empêché de s'exprimer, oui, d'accord. Mais la phrase suivante, le fait de réduire au silence, c'est pas de la censure. Donc réduire au silence, ça n'est pas empêcher de s'exprimer. Et enfin bref, on peut... Mais surtout, elle juge. Offensant et opprimant, c'est elle qui juge. Tout à fait. Et il y a toujours le problème de qui juge, qui dit quoi, etc. Mais la contradiction, me semble-t-il, est flagrante. D'accord, mais d'accord. Dernier point, et qui est en même temps le dernier argument, et le plus sérieux probablement qu'on invoque pour justifier certaines de ces censures,
Alors ça semble répéter le précédent, mais c'est un peu différent. C'est l'idée non plus de vouloir libérer la parole des dominés, mais l'idée que certains propos, certains discours, certaines œuvres éventuellement, seraient en eux-mêmes discriminatoires. Autrement dit, que certains discours seraient des attaques contre certaines minorités, et que, en tant que tels, donc, ils devraient être interdits. Alors ça, c'est un message Facebook qu'avait publié l'Association des étudiants en sciences humaines de l'UQAM à propos justement de la désinvitation. Alors, il y avait eu un mini-scandale à l'UQAM autour de la liberté d'expression suite à un reportage, c'était en 2017, un reportage de Radio-Canada qui avait montré que certains types de discours étaient censurés et que d'autres ne l'étaient pas. En l'occurrence, c'était un discours à tendance nationaliste et un discours qui appelait à la violence contre des commerces dans Hochelaga Maisonneuve. Or, celui qui appelait à la violence n'avait pas été censuré et c'est pas un syndicat, mais cette association, au contraire, revendiquer, partager les mêmes objectifs, etc. Alors que les tracts nationalistes avaient été, eux, censurés, peinturés, recouverts, etc. Et bref, à la suite de ça, l'association étudiante en question s'est défendue de cette déclaration. Et a priori, alors c'est toujours évidemment l'intérêt de ce genre de discours, il y a quelque chose de fondé, bien entendu, dans cette idée que certains discours seraient en eux-mêmes des violences. Je vous rappelle que la loi sur les discours haineux au Canada, c'est exactement ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle estime que certains propos sont tellement haineux qu'ils deviennent réellement des attaques et qu'ils méritent donc d'être condamnés. Et il existe ce genre de loi sous des noms différents à peu près dans la plupart des démocraties. Autrement dit, l'argument n'est pas à rejeter du revers de la main. Il est en partie valable. Jusqu'à ce que je viens de dire, en fait. C'est-à-dire que ce sont précisément les tribunaux qui doivent juger. Pas un syndicat étudiant, pas des groupes de pression privés, etc., etc. Autrement dit, si on estime qu'un discours est discriminatoire, haineux, eh ben, portez plainte, et ça sera effectivement à la justice de trancher. Autrement dit, ça renverse bien entendu l'argumentaire de censeurs virtuels qui voudraient, eux, avoir le droit de décréter ce qui est haineux et ce qui ne l'est pas. Et en plus, il faut ajouter que dans ces milieux-là, disons dans ces milieux, on peut bien dire ça, ce qui est haineux, c'est très très large. Par exemple, défendre la laïcité, c'est haineux, c'est islamophobe. Autrement dit, ils entendent discrimination dans un sens tellement large qu'à peu près tout discours qui sort du consensus qui est le leur devient haineux. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on a le droit d'être contre l'intégration tout azimut d'élèves handicapés dans les classes? Il me semble que ça se discute. Je n'ai pas d'opinion précise sur la question, mais il me semble que ça se discute. Pour la FECH, ce serait un discours haineux, anti-handicapé. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est homme ou femme? Le simple fait de dire ça, c'est un discours haineux, si vous êtes dans certains groupes qui défendent les transsexuels, etc. Donc bref, on élargit l'idée de haine et de discrimination de façon tellement étendue que ça en devient profondément ridicule et que ça exclurait finalement du discours social bien des points de vue qui peuvent être légitimes ou en tout cas qui peuvent être discutés. Dernière chose sur cette idée de discrimination, et ça c'est une évolution relativement récente. Avant, quand on parlait de discrimination, je dis avant, je ne daterai pas, mais disons il y a 20 ans, quand on parlait de discrimination, on parlait de discrimination réelle, concrète. C'est-à-dire on retirait à quelqu'un un droit en fonction de la couleur de sa peau ou de son orientation sexuelle. Je ne sais pas si vous avez noté qu'il y a une évolution assez sensible aujourd'hui. Et on tend de plus en plus à parler de discrimination comme de quelque chose qui relève du ressenti, de la psychologie, de la subjectivité. Autrement dit, il y a discrimination quand quelqu'un se sent discriminé. Ce qui est très différent de la définition antérieure. Et vous noterez qu'il n'y a pas eu de transition claire entre les deux, mais petit à petit, on passe vers la deuxième. Je vous donne un exemple, la fameuse appropriation culturelle que j'ai évoquée à plusieurs reprises au début, elle relève de la deuxième définition.
C'est-à-dire que le fait qu'un enfant à l'Halloween se déguise en Pocahontas, ça fait tort à personne. Autrement dit, ça n'enlève de droit à personne. Par contre, effectivement, un Amérindien témoin de ça pourrait se sentir vexé, déshonoré, etc., qu'on ne respecte pas sa culture. Et c'est tout à fait son droit. Mais il n'y a pas, on ne lui dénie pas des droits. Je ne sais pas si vous voyez la nuance qui me semble extrêmement importante. Autrement dit, on est à l'heure actuelle, prenons les manifestants de Venslav, le fait qu'il n'y ait pas de chanteuses, il y en avait d'ailleurs, mais pas assez de chanteuses noires dans la distribution, ça n'enlevait absolument rien à mes concitoyens d'origine africaine ou haïtienne, etc. Concrètement, on ne leur enlevait aucun droit. Par contre, que ça ait pu les embêter, les choquer, etc., tout à fait. Mais ça relève, on est bien d'accord, d'une forme de psychologie, en tout cas de subjectivité. Et là encore, tout n'est pas noir ou blanc, parce que, bien entendu, la discrimination a des effets subjectifs, moraux, individuels, etc., qui doivent être pris en compte, c'est évident. Mais il est bien évident aussi qu'ils sont beaucoup plus difficiles à définir que le fait d'enlever des droits concrets à quelqu'un. Ça ne se discute pas. Or, cette perception, donc, cette perception de la discrimination comme un ressenti, elle a un certain nombre de conséquences qui sont troublantes, je dirais, du point de vue des accusations qu'on porte. Je vais vous donner quelques exemples. Si la discrimination réside non pas dans un discours ou dans une œuvre, mais dans le ressenti du spectateur ou du lecteur, vous voyez probablement où je veux en venir, c'est qu'à ce moment-là, on va accuser des gens qui en même temps n'ont commis aucun délit. C'est-à-dire que si ce n'est pas le discours qui en lui-même est discriminatoire, mais que la discrimination est dans l'esprit de celui qui l'a entendu, quid de la responsabilité de celui qui l'a tenu? Est-ce qu'il a volontairement élaboré un discours discriminatoire ou pas? Le cas s'est posé de façon assez percutante avec Betty Bonifaci. Il y a un reportage qui a été fait il y a quelques mois sur l'affaire Slave, dans lequel elle intervenait, et à un moment donné, la question s'est posée parce qu'elle-même disait, écoutez, s'il y a quelqu'un qui n'est pas raciste, c'est moi. Et c'était difficile, effectivement, de le nier. Et là, elle s'est fait un peu rétorquer la chose suivante. D'accord, consciemment, vous n'êtes pas raciste, mais en mettant en scène des chants afro-américains chantés par des blanches, vous participez au racisme systémique. Autrement dit, on se retrouvait avec une accusation, je dirais, objective, c'est-à-dire qu'on peut être coupable sans avoir rien fait de mal, sans avoir même pas conscience d'avoir fait quelque chose de mal, uniquement donc parce que quelqu'un, quelque part, se ressent discriminé par notre faute. C'est dangereux, à mon avis. Je vous citerai une phrase de ma philosophe favorite, c'est Hannah Arendt, qui, par rapport à la thèse après la guerre, qui disait « bon, tous les Allemands sont coupables collectivement des crimes nazis ». Et c'était une idée forte à la mode et qui avait un certain fondement, parce que c'est vrai que les responsabilités collectives dans l'Allemagne nazie étaient assez frappantes. Mais elle mettait en garde les gens qui défendaient cette idée en disant la chose suivante, qui est très simple. Si tout le monde est coupable, personne ne l'est. Autrement dit, si tout le monde est raciste, personne ne l'est, et je ne crois pas que ce soit à l'avantage de la lutte contre le racisme de prétendre que tout le monde est raciste et participe d'un racisme systémique qui serait dans la société et non pas dans les gens. En réalité, ça empêche de lutter concrètement contre toute forme de racisme. La dernière chose dans ce que pose ce genre de subjectivisation de la discrimination, c'est qu'on ne peut pas prouver qu'elle n'existe pas. Or, c'est tiré d'une réaction à une émission en Espagne, mais je trouvais que c'était percutant comme manière de dire les choses, mais c'est bien clair que si quelqu'un vous dit « je me sens discriminé parce que vous dites », je ne peux pas lui dire « mais non, tu ne te sens pas discriminé ». Il est absolument impossible de prouver
qu'il ou elle ne se sent pas discriminé. Et donc on se retrouve vraiment avec une espèce d'inversion du fardeau de la preuve, c'est-à-dire que c'est celui qui est accusé qui doit faire confiance à son accusateur pour dire oui, ok, je suis coupable. Donc bref, on se retrouve dans une logique qui est totalement perverse et qui, entre parenthèses, je ne voudrais pas faire des appels trop simplistes à aller aux expériences totalitaires, mais ça ramène quand même à des choses qu'on connaît. Les procès staliniens, c'était un peu leur logique. C'est-à-dire que les militants de la première heure du Parti communiste qui se retrouvaient accusés de trahison avec les complots américano-sionistes disaient « Non, non, je suis un bon communiste, mais je comprends que, pas objectivement, j'ai favorisé l'impérialisme par telle ou telle décision. » Autrement dit, ils reconnaissaient une espèce de culpabilité sans responsabilité, un peu ce qu'on réclamerait des gens censurés aujourd'hui. Une espèce de culpabilité qui ne serait pas personnelle, qui ne serait pas intériorisée, qui ne serait pas une vraie culpabilité, mais qui serait objective. Et entre parenthèses, les textes de Robert Lepage et de Louis-Jean Cormier, que je vous ai fait lire partiellement tout à l'heure, ça fait beaucoup penser au discours autocritique que pendant la révolution culturelle chinoise ou dans les procès staliniens, on avait tout à fait ce genre de contrition. Dernier exemple, la subjectivisation de la discrimination, elle n'a aucune limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer ce qui pourra un jour, ou ce qui a pu d'ailleurs dans le passé, apparaître comme discriminant à quelqu'un. Je veux dire par là que de ce point de vue-là, la fantaisie n'a aucune limite. Je vous donnerai un cas, et vous allez vous demander pourquoi je vous montre un tableau de la crucifixion, sans commentaire, j'y viens. En 2015, il y a un New-Yorkais du nom de Justin Rennell Joseph qui a porté plainte contre le Metropolitan Museum au motif suivant. Je vous le lis parce que ça vaut le... Il faut entendre les mots même. Il reprochait en fait au Metropolitan Museum de le discriminer au motif suivant. Les artistes de la Renaissance, qui étaient donc exposés dans le musée, avaient modifié l'apparence physique du Christ afin qu'il soit plus conforme esthétiquement au goût des personnes blanches, ce qui engendrait chez lui un sentiment de rejet, l'impression de ne pas être accepté dans la société dans laquelle il vit. Exactement. Mais alors, je ne sais pas quel est le résultat de cette plainte-là. Je ne pense pas que ça ait été jugé encore et j'espère qu'elle sera rejetée. Mais pourquoi pas? À partir du moment où la discrimination réside essentiellement dans le sentiment de quelqu'un, eh bien pourquoi pas? Peut-être qu'en visitant un musée, il s'est senti mal et à partir de là, pourquoi ne pas porter plainte? Et évidemment, quand on lit cette plainte-là, on se dit cette personne-là est un peu déséquilibrée. Mais vous avez peut-être entendu parler récemment d'une affaire en France qui est collective, elle, et donc c'est pas une question qui relève du psychiatre, deux mouvements qui ont pignon sur rue. D'une part, le principal syndicat étudiant qui s'appelle l'UNEF, et d'autre part, un mouvement antiraciste qui s'appelle le CRAN, Conseil représentatif des associations noires, ont réussi à faire annuler une représentation de la pièce Les suppliantes d'Échille, donc une tragédie grecque. On se demande pourquoi. A priori, les Grecs n'étaient pas forcément très racistes. Tout simplement parce que dans la tradition grecque, les acteurs portaient des masques. Et le metteur en scène, qui est aussi un universitaire spécialiste de la Grèce antique, fait de l'archéologie théâtrale. Donc les acteurs portaient des masques grecs. Or, dans la pièce Les Suppliantes, il y a des Grecs citoyens d'Argos, et il y a le chœur qui est représenté, qui s'appelle donc Les Suppliantes, et ce sont des jeunes filles qui viennent d'Égypte. Et donc, traditionnellement, dans les représentations des Suppliantes, les Égyptiennes se distinguent des Argiens. Les uns portent des masques blancs et les autres des masques plus foncés, de manière qu'on les repère bien sur scène.
eh bien, les groupes, le syndicat étudiant et le CRAN, assimilaient ça pardon, à du blackface. Et donc, on protestait que tout ça était raciste, colonialiste, etc., etc. Et la pièce a dû être annulée, en tout cas ce soir-là, parce qu'ils ont bloqué les entrées, en fait, et donc les acteurs étaient à l'intérieur, les spectateurs à l'extérieur. Bref, la pièce n'a pas pu avoir eu lieu. Or, évidemment, là, on ne parle pas de groupes qui seraient tous un peu schizophrènes. On s'entend qu'il y avait plusieurs dizaines de militants, et donc on est bien dans une logique. Moi, je dirais que c'est cette logique qui devient folle. C'est-à-dire qu'effectivement, je pourrais multiplier les exemples, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus des poursuites qui deviennent réellement irrationnelles et qui font appel à cette idée de discrimination dans un sens profondément irrationnel. Tenez un dernier exemple, juste pour... en fait, c'est un peu un phénomène de fixation. C'est-à-dire que ces groupes-là vont avoir tendance à faire une fixation sur un élément, celui pour lequel ils militent, et à partir de là, vont faire une lecture un peu schizophrénique de la société, ou paranoïde en fait, plutôt, de la société. C'est-à-dire qu'ils vont uniquement fixer leur attention sur ce qui l'attire chez eux. Je vous donne un exemple. En 2018, ont été réédités en France des contes de Blaise Cendrars qui s'intitulent « Petits contes d'Aigre pour les enfants blancs ». Aussitôt, évidemment, le mot d'Aigre dans le titre fait scandale, plainte contre l'éditeur, on l'accuse de racisme, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre-là, qui est paru, si je me souviens bien, en 1928, est en fait un hommage à l'Afrique. Blaise Cendrars était enthousiasmé par l'art des griots d'Afrique de l'Ouest et voulait témoigner auprès des lecteurs européens de l'habileté narrative de cette tradition africaine. Le terme nègre est peut-être choquant aujourd'hui, on parlait d'art nègre dans les années 40, 50, et c'était absolument pas péjoratif. Léopold Ségar Senghor parlait de négritude, et c'était évidemment pas péjoratif non plus. Autrement dit, ces groupes-là, vraiment font une fixation sur un mot, mais ne s'intéressent même pas à ce que dit le livre. Et on pourrait donner des tas d'exemples là-dessus. Alors bref, je vais essayer de finir rapidement, parce que j'ai l'impression d'abuser un peu de votre temps. Les paravents, vous voyez, je parlais tout à l'heure de la pièce Les Paravents de Jean Genet et de la réclamation en chambre donc, de députés de la droite non-gaulliste qui réclamait la suppression des subventions. Alors Malraux a fait un grand discours où il défendait, où il revenait à Baudelaire, etc., en disant entre autres, je ne sais pas si Jean Genet c'est un futur Baudelaire, je ne suis pas sûr d'ailleurs, mais en tout cas on n'a pas à l'interdire. Et il finissait par cet argument que j'aurais beaucoup aimé, je ne sais pas, le responsable du festival de jazz l'été dernier, qu'il le dise publiquement ou quelque chose dans ce goût-là. Ça me semble en tout cas la meilleure chose à dire dans la situation. Je conclus rapidement, si vous voulez, avant que vous puissiez éventuellement poser des questions. Donc, conclusion rapide, je vous dirais que je suis assez pessimiste dans la situation actuelle sur la fin de cette censure-là. J'ai évoqué le rôle des institutions, par exemple, mais je ne crois pas qu'ils soient prêts de changer. Les groupes minoritaires qui souvent ne représentent pas grand monde, en réalité, trouvent une bien trop grande gloriole dans ces actions-là pour les abandonner également. Et donc, je pense qu'on n'a pas fini d'avoir ce genre de réaction et de revendication sensoriale, d'autant plus que certaines institutions, je pense entre autres à la Ligue des droits de la personne, qui seraient supposées, de par leur mandat, défendre la liberté d'expression, on l'a vu avec Maître Fortin tout à l'heure, ont plutôt tendance à prendre la tangente exactement inverse et à aller dans le sens, à abonder dans le sens des censeurs. Alors on n'a pas, vous savez, aux États-Unis, il y a cette association, l'ACLU, qui est l'association de défense des droits civiques,
qui sont généralement des gens des avocats surtout extrêmement progressistes, mais qui vont défendre, par exemple, le droit des néo-nazis à s'exprimer publiquement. Donc ils jouent vraiment un rôle de défenseur de la Constitution, même si c'est une association tout à fait privée. Alors apparemment, on est loin d'avoir l'équivalent, je dirais, au Québec. D'autant plus que aux États-Unis, il y a un sondage relativement récent qui a été fait sur ces questions-là. Et vous voyez l'un des résultats qui est un peu troublant. Chez les plus jeunes, donc, il y a une espèce d'assez fort consensus pour légitimer ce genre de censure à partir du moment où ça choque quelqu'un. Et donc, on peut penser qu'il y a une forme de normalisation de ces censures-là, au nom du respect, au nom du vivre ensemble, etc. On va petit à petit les trouver normales. J'ajouterais que les gouvernements eux-mêmes ne sont pas insensibles à ces sirènes-là. Vous vous rappelez probablement de la loi 59 que voulait passer le gouvernement Couillard en 2016, oui, si je me souviens bien, dans laquelle il y avait des dispositions qui étaient, disons, sans dramatiser, qu'on pouvait tenir pour assez liberticides. Alors là, heureusement, ça a été finalement rejeté dans les propositions les plus extrêmes, mais on voit quand même qu'il y a un peu cette tendance-là de certains gouvernements à aller vers une forme de censure. Alors bref, je vais finir vite, mais on voit aussi une tendance dans les tribunaux d'ailleurs, à entendre de façon de plus en plus large l'idée de discrimination, par exemple. Et je finis sur trois citations, mais je vais peut-être accélérer considérablement. Là j'ai voulu Emmanuel Pierrat, c'est un avocat français spécialiste des causes justement de liberté artistique. Alors, il a écrit plusieurs livres sur la question et il a une position extrêmement libérale au sens juste du terme sur ces questions-là. Et je le rejoins assez sur cette idée d'éducation, c'est-à-dire que même des propos choquants, je pense que le meilleur moyen de les éliminer socialement, ça n'est pas de les interdire, ils finissent toujours par ressurgir d'une manière ou d'une autre, mais plutôt de poursuivre l'œuvre des Lumières, disons, l'éducation. La deuxième, je ne suis pas allé trop vite, j'espère, la deuxième, c'est George Orwell. La tolérance à la liberté d'expression d'autrui, ça va de pair, je crois, avec une culture du débat qui est en train de disparaître. C'est-à-dire qu'on dirait que dans certains secteurs, on n'est plus capable d'accepter que quelqu'un soit d'un avis contraire au nôtre, entre autres sur les réseaux sociaux, bien entendu, où j'ai l'impression que les gens s'engueulent plus souvent qu'autrement, au lieu de discuter. Mais même dans certains cercles, à l'université, dans l'enseignement, etc., on perd en politique peut-être aussi de plus en plus cette volonté de débattre. Et enfin, une dernière, j'abuse pas plus après, je crois que la tentation sensorielle, elle est en chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on a tous eu envie, à un moment donné, de faire taire quelqu'un. Je pense que je ne m'avance pas beaucoup en disant ça. Donc, prendre un peu de recul, justement, par rapport à cette forme de narcissisme qui est en chacun, et accepter que les gens pensent différemment et qu'ils ne sont pas pour autant des criminels. Bref, pour finir, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai l'impression d'avoir été long. Je dirais juste pour finir que rares sont les lieux où on peut s'exprimer sans aucune autocensure. Alors je vous en remercie d'autant plus parce que c'est fort agréable.